Non, Monsieur Bernard, vous avez eu 2 prises de parole pour votre groupe. Madame Audet a pris la parole 2 fois. Et oui, mais encore une fois, vous essayez à chaque fois. Il y a un règlement. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile, parce que vous cherchez en permanence à le contourner, à le bafouer, à le violer. Un peu d'ordre dans cette assemblée, comme ailleurs, ne fera pas de mal. Mais je ne vous... Mais enfin, Madame Audet, qui se permet des comparaisons douteuses sur le physique de Monsieur Blondeau et de Monsieur Bonny? Mais vous entendez pas parler, en fait. On se ressemble. Et vous ressemblez à qui, vous, Madame Audet? Vous voulez que je tente une comparaison? Non mais franchement, Madame Audet, ressaisissez-vous. Madame Audet, ressaisissez-vous. Je sais, la défaite est amère. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Mais si, oui, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Je vais apporter d'autres précisions, puisque vous avez trouvé là un os à ronger, on a bien compris, et vous feignez la colère, mais en réalité c'est nous qui pourrions être en colère, parce que chaque fois que nous ouvrons un tiroir ou un placard, nous y trouverons des cadavres. Et ça commence à bien faire, parce que là, effectivement, c'est 14 millions qu'il aurait fallu dépenser pour faire une école qui ne répond à aucun besoin. Résultat des courses, ça nous coûte quand même 600 000 € de dédommagement, parce que vous n'avez pas eu le courage d'arrêter ce projet, alors que les études dès 2022 vous démontraient la baisse des effectifs, mais on comprend bien qu'en juin 2025, il fallait faire de l'affichage politique. C'est très populaire d'annoncer la construction d'une école, on comprend bien l'effet de manche, ça l'est beaucoup moins de l'arrêter, mais c'est ça le courage que nous avons. Encore une fois, sur les règles de fonctionnement de ce conseil municipal, je déplore que certains dans cette salle aient un peu de mal avec l'ordre. Je vous rappelle de ne pas couper vos collègues lorsqu'ils interviennent. C'est une question de respect. C'est ensuite une question de respect aussi, Monsieur Koskoun, pour la personne qui fait la traduction en langue des signes. Je vous demande de vous calmer, Monsieur Koskoun. Calmez-vous. Je vous demande de vous calmer, Monsieur Koskoun. Vraiment. Il y a des règles dans ce conseil. Donc, je vous demande de vous y conformer, s'il vous plaît, par respect pour vos collègues, par respect pour les gens qui suivent ces débats, comme je viens de vous le dire, par respect pour la personne qui effectue la traduction en langue des signes. Ce conseil, ce n'est pas la foire, Monsieur Koskoun. Donc, vous vous calmez, s'il vous plaît. Je vous demande de vous contenir. Sinon, je serai obligé de vous demander de sortir. Vous n'allez pas à vous tout seul mettre la pagaille dans ce conseil. C'est quand même incroyable que je sois obligé de rappeler des règles élémentaires. C'est juste du respect. Je vais donc maintenant donner la parole à Monsieur Pilot et je demande à l'opposition comme à la majorité de ne pas couper les personnes qui s'expriment parce que le temps de parole est encadré. Et donc, si vous ne voulez pas perdre des minutes de parole par des gens qui vous coupent, je crois que c'est une marque de respect qui doit être mutuelle. Je donne la parole à Monsieur Pilot. Vous garantissez rien du tout et vous aggravez la situation. Vous coupez les transports, par exemple, et vous nous parlez des femmes. Vous coupez les transports les soirs de match, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je veux dire sur votre considération de la jeunesse, vous considérez la jeunesse, les mineurs, comme une jeunesse dangereuse, surtout quand elle vient des quartiers populaires. Et en fait, je ne peux pas me taire sur le fond discriminant, voire raciste qu'on peut voir dans ces mesures-là. Je vous le dis parce que on a l'impression, quand on vous écoute et quand on voit la parole libérée, que vous avez libérée sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur les jeunes des quartiers, parce que c'est ça dont il s'agit. En fait, vous avez ce fond-là et on comprend mieux comment vous pouvez satisfaire les voix de l'extrême droite. Je vais finir rapidement sur le fait, et ça a été dit par mon collègue, mais que le plus grand danger que couvrent les jeunes, c'est dans leur famille. 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles chaque année. Un viol tous les 3 minutes. Elle est où la réunion de crise avec la préfecture et le conseil départemental, Monsieur Bonny? Vous voulez protéger la jeunesse? Mettez les moyens dans la prévention. Votre pilier, prévention, il n'y a aucune mesure de prévention dans ce que vous nous proposez. La prévention, ce n'est pas des caméras. La prévention, c'est des éducateurs spécialisés, c'est des médiateurs, c'est des humains qui sont là pour protéger partout où c'est possible et pas que dans l'espace public. Donc vous êtes vraiment dans un moment où vous voterez dans une forme de démagogie populiste et vous ouvrez la porte au racisme. Merci Madame Maximi. Nous avons été élus pour débattre, pour confronter des visions, pour assumer des désaccords. C'est normal et c'est même sain. Mais ce que nous venons d'entendre ne relève pas du débat démocratique.
Cela relève de la mise en cause personnelle, de la calomnie et de l'instrumentalisation politique. Reprendre ici, dans cette enceinte, des accusations parues dans la presse au conditionnel, contestées et non établies, pour tenter de salir un adjoint, ce n'est pas faire de la politique avec exigence, c'est faire de la politique par insinuation. Et je veux le dire très clairement, nous ne laisserons pas l'opposition installer l'idée que la répétition d'une accusation suffit à en faire une vérité. Notre collègue est engagé au service des Clermontois. Il travaille, il agit, il assume ses responsabilités. On peut critiquer son action, contester ses choix, interroger ses décisions. C'est parfaitement légitime. Mais attaquer son honneur sur la base d'éléments inexacts, c'est franchir une ligne. Cette méthode dit finalement beaucoup de ceux qui l'emploient. Quand on manque d'arguments sur le fond, on cherche à déplacer le débat sur les personnes. Quand on ne veut pas parler du travail engagé, on tente de créer le soupçon. Eh bien, nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous continuerons à répondre par les faits, par le travail et par le respect dû aux Clermontois. À notre collègue, je veux dire ici notre soutien plein et entier. Et à l'opposition, je veux leur rappeler une chose simple. La démocratie locale mérite mieux que les procès d'intention, les raccourcis et les attaques personnelles. Nous sommes prêts au débat, mais au vrai débat, celui qui éclaire les citoyens, pas celui qui salit les personnes. Je vous remercie. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Kerguen. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, on va recentrer un petit peu le débat sur le but de cette délibération, à savoir le bouclier de sécurité. Donc je ne reviendrai pas sur le cadre qui vient d'être présenté par Monsieur Certelet, puisqu'il a été clair sur la vision et les grands principes de notre bouclier de sécurité. Je voulais simplement, en quelques minutes, apporter un éclairage complémentaire sur un point, pour nous, fondamental, l'armement de notre police municipale. Je veux d'abord être précis sur le plan technique, car c'est un sujet qui exige rigueur et clarté. Il s'agit d'une arme de poing de catégorie B, dont le modèle n'est pas encore arrêté et dont l'acquisition, comme le port, sont soumis à une autorisation préfectorale et à une formation spécifique, conformément à la législation en vigueur. Il ne s'agit en aucun cas d'une distribution automatique et banalisée. C'est un équipement strictement encadré, individuel, conditionné à un parcours de formation, à un agrément et des règles d'utilisation très précises. Ce que nous votons aujourd'hui, ce n'est pas une intention vague, c'est un dispositif parfaitement calibré et chiffré qui s'inscrit dans un calendrier clair. En 2026, 15 agents seront concernés par ce premier déploiement. Une quinzaine, effectivement, de nos policiers sont déjà formés au port de l'arme et vont simplement bénéficier d'une remise à niveau pour un coût d'environ 60 000 € en formation et équipement. À cela s'ajoute la sécurisation des locaux où seront entreposées les armes pour environ 35 000 €. Le dossier sera déposé en préfecture dès le mois de septembre, avec une première dotation et des formations associées en fin d'année. Ce sont des délais fixés par la procédure elle-même et non pas déterminés par notre calendrier politique. Tout cela est budgétisé et parfaitement soutenable par nos finances municipales. Nous bénéficions par ailleurs d'un accompagnement de la région à hauteur de 50 000 € annoncé par Laurent Wauquiez la semaine dernière lors de sa venue dans notre ville. J'insiste également sur le cadre, volontariat, agrément individuel délivré par le préfet, formation obligatoire, protocole d'emploi écrit garantissant la proportionnalité et la traçabilité de tout usage de la force. Rien, absolument rien, n'est laissé à l'improvisation. À l'usage de cette arme, le cas échéant sera strictement réglementé par l'article 122.5 du Code pénal relatif à la légitime défense. Nous ne sommes donc pas dans une zone grise, c'est un cadre juridique précis, le même qui s'applique à toute personne dépositaire de l'autorité publique. Concrètement, cela signifie une chose simple. Nous donnons à nos policiers municipaux les moyens de garantir leur propre sécurité face à une réalité de terrain qui a profondément évolué. Cette réalité, elle n'est ni abstraite ni fantasmée. Elle est mesurée et documentée. Les chiffres de la police nationale sont sans ambiguïté. Les agressions physiques à Clermont-Ferrand sont passées de 3,3 pour 1000 habitants en 2019 à 4,3 en 2024, soit une hausse de 30%. En 5 ans, nos agents interviennent chaque jour dans l'espace public, au contact direct de situations parfois tendues, parfois violentes. Il est de notre responsabilité de leur donner les moyens d'y faire face dans un cadre légal, strict et proportionné, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble de leurs équipements. Aujourd'hui, 83% des polices municipales de France sont armées. Clermont-Ferrand fait également partie des rares grandes villes qui ne l'étaient pas. Ce retard, nous le rattrapons aujourd'hui. C'est désormais derrière nous et c'est l'avenir que nous voulons nous concentrer. Avec cette délibération,
Nous rattrapons ce retard sereinement, dans les règles, en mobilisant les moyens nécessaires. Nous répondons également à une attente forte, exprimée aussi bien par nos agents que par les habitants. C'est une décision rationnelle et responsable que nous prenons aujourd'hui. Elle garantira à la fois la protection de nos agents, renforcera leur capacité d'intervention et assurera aux Clermontois une présence plus efficace, plus sûre et plus réactive de notre police municipale au service de leur tranquillité quotidienne. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Réduire la violence, apaiser nos rues, se libérer des menaces, nous n'aspirons qu'à ça. Mais la liberté a un prix. Elle nécessite parfois du courage et le renforcement de nos moyens pour être préservés. À l'heure où les menaces se multiplient, narcotrafic, émeutes urbaines, violences faites aux femmes, agressions, radicalisation, et ces nouveaux influenceurs de la violence qui, en l'organisant, en l'alimentant et en la diffusant sur les réseaux, captent l'attention pour la monétiser. Il n'est pas pensable de se murer dans l'indifférence, dans la déresponsabilisation, ou encore de se tourner vers des mesures inconsistantes qui n'ont pour seul intérêt que de se donner bonne conscience sans jamais rien régler. Dans un contexte éloigné, mais riche en enseignements, Churchill disait « Une politique d'apaisement face à la menace, c'est nourrir le crocodile en espérant être dévoré le dernier. » Et nous allons prendre les mesures nécessaires. Et nous le ferons pousser par nos seules obligations et notre sens du devoir. Dès à présent, nous allons consolider notre défense et faire face aux enjeux. Nous allons défendre. Et défendre se résumait à une chose, pour Badinter. Refuser à accepter ce qu'autrui veut vous imposer. Refuser d'accepter la violence, les angoisses, les intimidations, les dégradations et les préjudices qui déstabilisent profondément nos équilibres et érodent nos libertés comme nos droits. La délibération que nous entendons voter, le bouclier de sécurité, sera le symbole de notre refus collectif du laisser-faire. Il incarnera notre volonté à œuvrer pour préserver notre avenir, notre vivre ensemble. Le laisser-faire crée et accentue les fractures profondes qui délitent lentement les liens sociaux. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Nous allons faire, et nous le ferons avec responsabilité, dans un cadre légal, en cherchant constamment la proportionnalité face aux menaces. Nous déploierons des moyens adaptés, présentant toutes les garanties de sécurité et de respect des droits indispensables. Chers habitants, chers visiteurs, à vous aussi chers proches, qui vous inquiétez parfois, soyez assurés que par ces mesures, nous espérons de tout cœur vous épargner la sueur, comme les larmes. Je vous remercie. Merci, monsieur. La parole est à Lucie Nourisson. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, Gérald, chers collègues, je vous remercie pour votre présentation très détaillée des mesures et des objectifs du bouclier de sécurité. Je suis convaincue que ce plan d'action répondra aux attentes des Clermontois en matière de sécurité et de tranquillité publique. Je souhaite à mon tour apporter mon témoignage comme femme, comme citoyenne engagée, comme commerçante. Lorsque l'on est commerçant, la sécurité n'est pas une idée abstraite. C'est une nécessité quotidienne. C'est pouvoir ouvrir son rideau le matin sans découvrir une vitrine dégradée. C'est fermer la boutique le soir sans se retourner plusieurs fois. C'est accueillir ses clients dans une rue propre, éclairée, vivante, rassurante. C'est voir des familles revenir en centre-ville, des habitants se promener, des clients prendre le temps de flâner, de consommer et tout simplement de vivre. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants le disent, ils aiment Clermont-Ferrand. Ils croient en cette ville, ils s'y investissent chaque jour, souvent avec passion, mais ils sont fatigués. Fatigués des incivilités répétées, fatigués des dégradations, fatigués des agressions et des intimidations, fatigués de voir leurs clients éviter certains endroits, changer d'itinéraire, renoncer à sortir le soir et parfois même renoncer à venir en centre-ville. Et ce que vivent les commerçants, beaucoup de Clermontois le ressentent aussi au quotidien. Car l'insécurité ne touche pas seulement ceux qui en sont directement victimes. Elle dégrade peu à peu l'environnement d'un quartier, installe un climat d'inquiétude et oblige chacun à modifier ses habitudes. Or, ce ne sont pas aux honnêtes gens de s'adapter aux fauteurs de troubles.
Ce ne sont pas aux commerçants et aux habitants de baisser les bras. C'est à la puissance publique de reprendre toute sa place et d'assumer une ligne claire, ferme et juste. C'est précisément ce que propose cette délibération. Avec ce bouclier de sécurité, nous envoyons un message clair. Notre ville protège et rassure celles et ceux qui respectent les règles de notre vie en commun. Concrètement, cela se traduira par davantage de policiers municipaux sur le terrain, notamment en soirée et la nuit, dans nos rues commerçantes comme dans l'ensemble de nos quartiers. Protéger, c'est aussi mieux équiper nos agents, développer la vidéoprotection, sécuriser l'espace public et lutter avec détermination contre les incivilités, les tags, les rodéos et l'ensemble des actes de délinquance. Mais protéger, cela veut aussi dire rassurer. Rassurer les habitants qui veulent simplement rentrer chez eux tranquillement. Rassurer les familles qui veulent se déplacer en ville sans appréhension. Rassurer les personnes âgées qui veulent pouvoir sortir sereinement à toute heure de la journée. Rassurer les commerçants qui demandent simplement de travailler dans de bonnes conditions. Je le dis avec force, il n'y aura pas de ville attractive sans sécurité et tranquillité. Nous pouvons rénover nos places, embellir nos rues, soutenir nos commerces, organiser des animations, mais si les habitants ne se sentent pas en sécurité, si les clients ne viennent plus, si les commerçants se sentent seuls face aux difficultés, alors nous passons à côté de l'essentiel. Cette délibération rappelle une chose importante. Les incivilités ne sont pas des détails. Elles fragilisent notre quotidien. Elles abîment notre cadre de vie. Elles découragent celles et ceux qui font vivre notre ville. Et je veux insister sur ce point. Les commerçants ne demandent pas l'impossible. Ils demandent du bon sens, une présence régulière, de l'écoute, de la réactivité et la certitude que ceux qui salissent, menacent ou dégradent ne puissent plus agir en toute impunité. Ce bouclier de sécurité répond pleinement à cette attente. Il répond à tous ceux qui veulent simplement travailler, circuler et vivre à Clermont-Ferrand sereinement. Je veux donc remercier Monsieur le maire et Gérald d'avoir travaillé ce bouclier de sécurité et de nous le proposer au vote aujourd'hui. Je les remercie car cette délibération parle du quotidien des Clermontois. Elle assume une ligne claire, la prévention en amont, la fermeté lorsque cela est nécessaire et une protection à chaque instant. Notre ville a de nombreux atouts, ses habitants, ses quartiers, ses commerces, son énergie et son histoire. Mais pour libérer pleinement cette énergie, il faut rétablir la tranquillité. Avec ce bouclier de sécurité, nous faisons le choix de la responsabilité, de l'action et de la protection. Et pour ces raisons, je voterai cette délibération avec conviction. Je vous remercie. Merci madame. La parole est à madame Mizoul. Oui, merci. Moi, je suis extrêmement inquiète de la distorsion du sens des mots à l'œuvre dans ce Conseil. Monsieur le maire, vous nous avez parlé de respect qui consisterait à ne pas couper la parole quand un élu est en train de la prendre, alors que vous-même, dans le même temps, vous refusez littéralement la prise de parole à votre opposition. Monsieur le premier adjoint, vous nous parlez de tolérance zéro vis-à-vis notamment du harcèlement de rue, alors que dans le même temps, vous refusez d'évoquer les éléments que tout le monde a en tête aujourd'hui et qui vous accusent vous-même de harcèlement. Vous préférez choisir les réseaux sociaux pour le faire à l'instant même où ce conseil municipal se passe. Vous nous parlez également de discernement. Alors je vous le demande, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, est-ce que pour vous, ne pas répondre d'une révélation de la sorte consiste en un respect des Clermontois et des Clermontoises qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce que, monsieur le premier adjoint, la tolérance zéro que vous évoquez s'applique à toute forme de harcèlement, notamment les formes de harcèlement au travail, que toutes les femmes présentes ici ont connues sur leur lieu de travail? Enfin, monsieur le maire et monsieur le premier adjoint, vous nous parlez de discernement, en nous proposant un bouclier de sécurité, sans évoquer la sécurité des fonctionnaires que vous avez sous votre responsabilité, et pour laquelle nous sommes extrêmement inquiètes vis-à-vis des révélations qui ont été faites dans la presse locale aujourd'hui. Et enfin, je voudrais m'adresser à toutes les femmes présentes dans cette instance, car je sais parfois à quel point il est difficile de prendre la parole. Mais parfois, il nous faut avoir plus de courage pour le faire. Et aujourd'hui, il est intolérable et impensable que les faits évoqués
et que tout le monde a en tête ne fasse l'objet d'aucune réponse, si ce n'est celle de l'utilisation des réseaux sociaux au moment même où, dans cette instance, nous évoquons ce débat-là. C'est une distorsion absolue des réalités et des mots qui doit nous inquiéter sur ce mandat qui prend une tournure extrêmement inquiétante. Je vais répondre à un certain nombre de choses qui ont pu être dites au cours de ce débat. D'abord, dire que le maire est resté silencieux, encore une fois, c'est factuellement faux. J'ai été contacté par La Montagne qui m'a demandé de réagir à un article qui n'était pas paru. Reconnaissez que cette méthode est singulière. Réagir à un article qui n'est pas paru. Un article qui est fondé sur des insinuations, avec des propos rapportés au conditionnel, dont vous, opposition, vous vous empressez de retranscrire immédiatement au présent. Mais la responsabilité est la vôtre, et je laisse, Monsieur le Premier adjoint, intenter toutes les poursuites qui lui incombent, et je vous invite à mesurer vos propos, à prendre vos responsabilités sur les termes que vous utilisez, qui consisteraient en gros à faire croire que M. Certelet serait quasiment un prédateur sexuel. Alors, je vais revenir sur le fond. Parlons-en. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait repris effectivement un certain nombre d'éléments d'ailleurs, je le précise, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, pas même d'une poursuite. Mais il y a quand même un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2020. Visiblement que la presse qui veut aujourd'hui briller par ses méthodes d'investigation n'a pas repris, et que vous, opposition, vous auriez été un peu grandi de reprendre. Alors je vais vous en faire lecture. Il est stipulé dans le rapport de l'IGPN qu'aucun des fameux messages envoyés qui vous affolent tant n'a présenté un caractère déplacé. Donc vous m'expliquerez comment vous arrivez au harcèlement, Madame Mizoul. Je poursuis. Aucune d'entre elles, je parle des fameuses victimes potentielles, aucune d'entre elles n'a considéré avoir fait l'objet de messages ou de comportements à connotation sexuelle. C'est l'arrêt de la Cour d'appel. Mais je vous invite à en prendre connaissance plutôt que de vous répandre sur les réseaux sociaux et dont encore une fois, non madame, je conclus le débat. Non. Mais vous avez fait un certain nombre de déclarations, mais il faut les assumer madame. Et donc, dernier point que je veux porter à votre connaissance sur l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, il est noté que M. Certelet est fondé à soutenir que le grief qui lui est fait d'avoir adopté un comportement déplacé et ambigu vis-à-vis de stagiaires féminines n'est pas établi par les pièces du dossier. Donc, mais je ne m'adresse pas qu'à vous, Madame Mizoul, ne vous victimisez pas. Vous êtes un certain nombre à vous être empressés à jeter M. Certelet à la vindicte populaire. Et on voit bien la manœuvre à la veille d'une délibération portant sur la sécurité de nos concitoyens. Excusez du peu, la manœuvre est grossière. Alors qu'y a-t-il dans cet article de presse? Il est fait mention que M. Certelet, dans son passé de policier, a fait sauter un PV. Comme si ça n'avait jamais existé dans le parcours d'un policier. Mais ce qui est intéressant, qui est le bénéficiaire? Un député socialiste. Dans une période où le gouvernement, s'il vous plaît, oui, je demande à chacun de se calmer. Bénéficiaire, un député socialiste, dans une période où le gouvernement de la France était dirigé par M. François Hollande, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. J'invite ceux qui font les poubelles à aller les faire jusqu'au fond. Et je pense qu'il y aura certainement des surprises. Et là, j'attends que vous ayez la même célérité pour aller relayer ce qu'il y aura au fond de la poubelle. Je vais maintenant revenir sur le fond de cette délibération, parce que l'idée, c'est de s'intéresser aux Clermontoises et aux Clermontois, et donc revenir sur ce bouclier de sécurité. D'abord, peut-être avant de venir sur le bouclier de sécurité, Madame Maximi, ça fait part de sa contestation sur le fait que j'ai décidé de faire interdire l'utilisation de l'écriture inclusive, me proposant de m'inspirer des mairies insoumises sur les politiques publiques qu'elles mènent dans tous les domaines divers et variés
bien évidemment, Madame Maximi, vous comprendrez bien que les Clermontois ne m'ont pas donné mandat pour appliquer le programme de la France Insoumise. Sur le fond, vous citez un certain nombre d'arrêtés qui seraient liberticides, qui seraient inspirés de la droite dure. Alors, d'abord, je vais reprendre un certain nombre d'arrêtés, parce que là aussi, il y a une forme de malhonnêteté qui s'est répandue ces derniers jours pour ne retenir que l'intitulé de l'arrêté. Quand nous prenons un arrêté pour interdire la mendicité, ça fait réagir tout le monde retient interdire la mendicité. Je précise que c'est dans un certain nombre de rues et places, 7, que c'est sur des horaires, que c'est aussi pour lutter contre une forme de mendicité qui s'exprime parfois par des sollicitations insistantes, voire agressives, que c'est aussi pour lutter contre des occupations illégales d'espaces privés. Et donc tout ça, vous m'expliquez que c'est une atteinte aux libertés. Et bien sûr, vos collègues de gauche confirment ce que vous dites. Mais sur ces arrêtés anti-mendicité, je voudrais quand même vous informer, là aussi, messieurs, dames de l'opposition, et vous donner un certain nombre d'exemples. Le maire communiste de Vierzon a pris un arrêté anti-mendicité qu'il a fait renouveler délibération après délibération pendant 14 ans. Moi, c'est juste pour cet été. Je pourrais citer aussi le maire socialiste de Besançon qui a pris un arrêté anti-mendicité sur l'ensemble de sa ville en juillet 2018. Alors je ne sais pas si je suis inspiré par la droite dure, mais visiblement je suis aussi inspiré par des municipalités plutôt de votre sensibilité, mais qui font preuve d'un tout petit peu plus de bon sens et de beaucoup plus de responsabilité. Je pourrais aussi, en 2026, c'est récent, citer l'arrêté de M. Olivier Farlorny, maire de La Rochelle. Est-il un maire Rassemblement National? Est-il lui aussi la droite dure? Non, mais à un moment, vous pouvez caricaturer, parce que c'est ce que vous faites en permanence. La méthode de la France Insoumise est bien connue, c'est quand vous n'arrivez pas à vous faire entendre, la bordélisation, comme vous avez tenté de le faire tout à l'heure, c'est aussi la conflictualisation, l'hystérisation, la caricature permanente. Je pourrais citer Johanna Roland, maire socialiste de Nantes, qui a pris le même arrêté en 2024, qu'elle a renouvelé en 2025. Je pourrais citer la maire socialiste de Rennes. Donc, sortez de ces postures, sortez de cette caricature. Sur les arrêtés anti-attroupement, là aussi, il faut lire jusqu'au bout pour décrypter ce qu'ils interdisent. Vous caricaturez, le maire de Clermont veut interdire les enfants de se regrouper dans une pataugeoire. Mais qui va croire à votre fable, Madame Maximi? Qui va y croire? Cet arrêté, là aussi, prenez la peine de le lire jusqu'au bout plutôt que de commenter que le titre. Il s'applique là aussi dans un certain nombre de périmètres, il s'applique sur des horaires, il s'applique aussi en réaction à des comportements. Évidemment que 2-3 personnes qui sont installées sur un banc à l'ombre d'un square ne posent aucun problème, mais il précise bien que ce sont les attroupements qui créent des troubles à l'ordre public. Mais allez jusqu'au bout dans la lecture des arrêtés plutôt que de faire de la caricature permanente, parce que vous n'élevez pas le débat en réalité. Vous n'élevez pas le débat. Mais nous avons bien compris que vous allez être sur cette tonalité, aidé par vos amis de gauche jusqu'à la prochaine élection législative, puisque vous êtes déjà dans les starting blocks derrière votre mentor Jean-Luc Mélenchon. Mais ici, ce n'est pas l'élection présidentielle ni l'élection législative. Ici, c'est la ville de Clermont-Ferrand et le débat municipal a été soldé par les Clermontois. Ils nous ont donné mandat, il faut l'entendre. Ensuite, je reviens sur un autre élément, les barbecues. Alors vous trouvez ça totalement stupide, parce que vous trouvez ça normal de provoquer des nuisances sonores, olfactives sur l'espace public. Doit-on le tolérer au mépris de la protection et du respect que nous devons apporter aux Clermontoises et aux Clermontois? Mais est-ce que vous êtes sérieusement sensé lorsque vous prononcez ces mots en disant que mes arrêtés sont stupides? Moi, je ne vous ferai pas ce compliment-là, mais je m'interroge quand même. Je m'interroge. Ensuite, je voudrais revenir sur la question du financement qui a été posée tout à l'heure. Oui, sur le financement, je l'avais dit d'ailleurs pendant la campagne, nous avions aujourd'hui seulement 2% du budget de la ville qui était consacré à la tranquillité publique. Nous allons progressivement atterrir vers une part qui va être de 8%. Quand la moyenne nationale des villes équivalente à la nôtre, c'est 9%. Donc,
Encore une fois, ce n'est pas la peine d'affoler les troupes, nous l'avons dit, nous avons été clairs. Mais nous allons faire un rattrapage, puisque nous sortons de 12 ans pendant lesquels vous n'avez rien investi pour la tranquillité publique. Et le véritable scandale, d'ailleurs, n'est pas tant ce que je dépense, c'est ce que vous n'avez pas dépensé pendant 12 ans. Et je veux rassurer les Clermontoises et les Clermontois sur un engagement que nous tiendrons. Oui, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous n'augmenterons pas les impôts, pas 1 euro d'impôt en plus, parce que protéger les Clermontois, ça ne se finance pas en piochant dans leur poche, ça se finance d'abord en arrêtant de gaspiller. Ça se finance aussi en allant chercher les cofinancements. Voyez-vous, moi, depuis que je suis arrivé, j'ai demandé des cofinancements à l'État, au Fonds interministériel de prévention à la délinquance, pour cofinancer la vidéoprotection. Je suis allé demander des cofinancements à la région, ce que vous ne faisiez pas par idéologie, ou si peu. Mais oui, si peu, parce qu'il ne fallait pas demander. Ouh là là, c'était... Ben si, c'est factuel. C'est factuel. Il y a un certain nombre de caméras sur lesquelles l'ancienne majorité municipale n'a fait la demande d'aucun cofinancement, par idéologie, par sectarisme. Ben moi, figurez-vous que quand des collectivités peuvent venir nous aider pour nous alléger financièrement, ben je ne crache pas dessus. Et voyez-vous, même si la région était à gauche, j'en ferai la demande. Tant qu'elle revendique cette compétence et qu'elle veut bien soutenir les collectivités, j'irai. Enfin, et pour finir, sur votre leitmotiv, la droite dure à Clermont, la droite extrême ou je ne sais quoi d'autre. En réalité, ma seule idéologie, c'est le quotidien des Clermontois. Quand vous, votre idéologie, c'était l'inaction, le déni. Mon dogme, à moi, c'est le bon sens. Et mon parti, puisque vous voulez citer des partis, mon parti, c'est Clermont-Ferrand, c'est les Clermontois. Alors, vous me reprochez d'agir, mais très sincèrement, je préfère ça, agir, accélérer grâce au cofinancement que nous obtenons après seulement 3 mois aux responsabilités. Je préfère ça aux 12 ans dans lesquels vous avez plongé Clermont-Ferrand dans le déni et le laxisme. Nous assumons cette politique parce que nous la devons aux Clermontoises et aux Clermontois qui ont trop souffert de cette inaction. Monsieur le maire, monsieur Certelet, chers collègues, je souhaite à mon tour prendre la parole pour expliquer pourquoi je soutiens pleinement le développement de la vidéoprotection dans notre ville. Je vais le faire non seulement en tant qu'élu municipal, mais aussi en tant que professionnel de la sécurité. Et surtout, en tant que mère de famille. Depuis plusieurs années, nous constatons tous une évolution préoccupante de la situation en matière de tranquillité publique. Au-delà des chiffres, ce que j'entends surtout sur le terrain, ce sont les inquiétudes des habitants. Ce sont les commerçants, les familles, les personnes âgées, les jeunes, qui nous parlent de leurs sentiments d'insécurité et de leur besoin d'être rassurés. La sécurité est mon métier. Chaque jour, dans mes activités professionnelles comme dans mes engagements, je mesure la tension qui traverse notre société. Je vois aussi combien nos concitoyens attendent de nous des réponses concrètes pour pouvoir vivre sereinement. Pour moi, la vidéoprotection n'est pas un outil de surveillance généralisée, c'est un outil de protection. Un outil qui permet de prévenir, de dissuader, d'anticiper et parfois d'intervenir pour plus rapidement lorsqu'un incident se produit. Bien entendu, une caméra ne remplacera jamais la présence humaine. Elle ne remplacera ni les policiers municipaux sur le terrain, ni le travail des éducateurs, ni la responsabilité de chacun d'entre nous. Mais elle constitue un outil complémentaire, précieux, qui renforce l'action de tous les acteurs de la sécurité. En tant que maman, je pense évidemment à ma fille. Comme tous les parents, je souhaite qu'elle puisse se déplacer librement dans notre ville, rentrer chez elle le soir sans inquiétude et profiter de l'espace public en toute sérénité. Quand je parle sécurité, je pense aussi à mon père. À 70 ans, la maladie l'a rendu plus fragile. Lorsqu'il sort promener son chien, il sait qu'il n'aurait pas les moyens de se défendre face à une agression ou à une mauvaise rencontre. Aucun de nos parents, aucun de nos proches
ne devraient avoir à sortir sans cette appréhension. C'est aussi pour eux que nous devons agir. Notre espace public doit rester un lieu de vie, de rencontre et de liberté. Mais pour être pleinement accessible à tous, il doit aussi être sécurisé et rassurant. On doit pouvoir marcher dans la rue, attendre un bus, accompagner ses enfants à l'école, faire ses courses et rentrer chez soi sans peur et sans appréhension. Or, aujourd'hui, beaucoup d'habitants nous disent que ce sentiment de sécurité s'est dégradé. Notre responsabilité est de les écouter et d'apporter des réponses adaptées à leurs attentes. Lorsque je constate que certains secteurs de la ville, y compris aux abords d'établissements fréquentés quotidiennement par nos enfants, restent insuffisamment couverts, je suis convaincue que nous pouvons faire mieux. L'objectif n'est pas de mettre des caméras partout. L'objectif est d'installer les bons outils aux bons endroits, là où ils sont utiles dans le respect du cadre légal et des libertés individuelles. L'ambition portée aujourd'hui répond à cette logique. Elle permettra de renforcer la couverture des zones insuffisamment équipées, d'améliorer l'équité entre les quartiers et d'offrir à tous et tous les habitants le même niveau d'attention et de protection. Parce que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche. C'est une attente légitime de nos habitants et une responsabilité collective. Pour toutes ces raisons, je voterai cette délibération avec conviction parce qu'elle constitue une réponse concrète, pragmatique et attendue par de nombreux habitants en matière de sécurité et de tranquillité publique. Merci. La parole est à Madame Maximi. Oui, je vous remercie. Effectivement, la sécurité n'est pas de droite ni de gauche, mais les méthodes pour y répondre sont soit de droite, soit de gauche. Et on a la démonstration aujourd'hui, en tant que majorité, vous proposez d'installer des nouvelles caméras de surveillance. Nous y sommes opposés depuis toujours et nous continuons à être opposés. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est dommage d'ailleurs de parler avec beaucoup de professionnalisme de la vidéoprotection et surveillance sans avoir lu les études qui nous explique l'inefficacité en termes de protection. Et alors ça sert à rassurer, ça je ne vais pas vous contredire là-dessus, mais ça ne protège pas plus. Et d'ailleurs, quand je parle de méthode de droite, on peut regarder dans les villes de droite qui ont été suréquipées en système de vidéosurveillance. Bah écoutez, la délinquance n'a pas diminué, les violences faites aux femmes non plus. Et quand il s'agit on nous explique qu'on peut résoudre. C'est 3% d'élucidation grâce à la vidéosurveillance. 3% d'élucidation. Ça, c'est l'étude de la gendarmerie qui le dit, je vous invite à la lire. Donc, c'est de l'argent, effectivement, c'est un choix politique, c'est le vôtre. Mais il ne faut pas vendre du rêve. Il ne faut pas vendre du rêve parce que la sécurité, ça se construit avec des moyens humains. Des moyens humains, et je le redis sur la prévention, et je le redis tout à l'heure, la prévention, ce n'est pas des dispositifs répressifs comme vous les avez présentés, monsieur le premier adjoint. La prévention, c'est l'éducation. Et par exemple, quand on parle de violences faites aux femmes, parce que vous appuyez beaucoup dessus, éduquer les hommes, c'est par là que ça commence. Et c'est rigolo parce que M. Wauquiez va nous aligner 1,5 million. Effectivement, quand M. Wauquiez coupe dans les budgets du planning familial, on peut se libérer de l'argent. Et c'est des choix politiques aussi. Et moi, je préfère qu'on finance les dispositifs de prévention, qu'on finance lourdement, largement le planning familial et d'autres associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Je le rappelle, c'est un sujet important aujourd'hui dans le débat politique. Mais là encore, les réponses, elles sont de gauche ou de droite. Vous avez Retailleau qui nous parle de la castration chimique et vous avez la gauche qui parle d'éduquer, de prévenir, d'écouter les enfants. Mais vous voyez, c'est comme ça marche. Bon, nous sommes dans une ville de droite dorénavant et je reconnais notre minorité sur ce sujet. Nous l'étions déjà d'ailleurs avant minoritaire. Donc, vous savez, j'ai l'habitude et je voulais quand même dire quelque chose. Moi, je ne parle pas ici en tant que parlementaire, je parle en tant que conseillère municipale d'opposition qui a été élue par des Clermontois et des Clermontoises. Et je l'ai déjà dit au premier conseil, mais leur parole et le respect, mais ils le méritent autant que vos électeurs. Voilà, ça c'est important aussi de ne pas ramener ça à comme si notre voix ne comptait pas. Ensuite, c'est intéressant parce qu'au moins cette délibération, elle a un chiffrage. Alors nous, on est contents quand on a des chiffres parce que moi, je suis très intéressée par le budget. Et je crois que vous avez peu répondu sur le bouclier sécurité parce qu'il nous a dit 8% du budget. Bon, c'est sympa, mais ça ne nous dit pas comment vous financez. Ça ne nous dit pas quel emploi vous supprimez. Apparemment, vous allez embaucher à moyens constants, effectifs constants.
C'est quoi les emplois qui vont sauter dans la ville de Clermont? C'est quels services où on va faire des économies? La communication, Monsieur Bonny, ne réglera pas tout. Alors on a déjà vu dans votre bouclier sécurité que vous allez construire un hôtel de police. On a compris que le choix d'arrêter une école, la construction d'une école et d'une crèche, allait financer l'hôtel de police. Vous savez, Zola, enfin bon, je ne vais pas vous faire la leçon et faire des citations, mais il y a Hugo et Zola. Non mais si, Zola, il a écrit sur les écoles aussi. Vous verrez, il y a des trucs très intéressants. Et moi, je trouve que c'est en fait une vraie révélation du manque d'intérêt en fait pour les vraies questions des Clermontois et des Clermontoises sur ce qu'ils vivent au quotidien et ce qu'ils ressentent. Et je crois que vous ne réglerez rien de cette manière-là. Enfin, moi, j'ai pas pu le dire tout à l'heure, mais je trouve que votre réponse et votre considération pour le travail des journalistes est particulièrement inquiétante. Alors effectivement, on vous connaît plus passionné par CNews, Europe 1, Frontières ou Valeurs Actuelles aujourd'hui, mais je crois que mettre en cause le travail des journalistes est particulièrement grave en démocratie. Mais c'est l'autorité que vous voulez nous montrer, et qui a commencé d'ailleurs, parce que ça je voulais quand même le dire en conseil municipal, par le fait que nos bureaux d'opposition ont été vidés sans notre accord, nos archives et nos documents de travail ont été jetés à la poubelle sans notre accord, sans nous avoir d'ailleurs prévenus en amont, ni par mail, ni par téléphone. Et ça, c'est grave en démocratie. Les droits de l'opposition, c'est aussi le droit de disposer de leurs documents. Et j'espère que vous ne répondrez pas en mettant la responsabilité sur les agents, parce que la responsabilité politique, c'est vous, Monsieur Bonny. Ce ne sont pas les agents qui décident, c'est vous. Et donc, quand il se passe quelque chose dans cette ville, c'est de votre ressort, et c'est à vous d'assumer tout ça. Enfin, vous répondez souvent à côté de la plaque sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est important parce que vous me dites que j'ai hystérisé le débat. Bon, vous savez que ce terme-là, il ne faut pas trop le manier maintenant en 2026. Mais surtout, vous n'avez pas écouté sur les troubles à l'ordre public. J'en ai parlé, je vous ai questionné, vous n'avez pas répondu. Mais on verra dans l'usage de ces arrêtés, s'ils sont tenus d'ailleurs et si la justice ne les invalide pas. En tout cas, moi je vous dis, nous voterons contre, nous voterons toujours contre ces mesures parce qu'elles nous semblent inefficaces, et je préférais qu'avec ces 278 000 €, on puisse, par exemple, aider les écoles qui vivent une canicule. La parole est à Monsieur Kerguen. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais d'abord répondre sur l'inutilité de la vidéoprotection, parce que l'actualité ne vous a pas échappé, notamment concernant l'agression mortelle de la semaine dernière, où cette même vidéo a permis de mobiliser en moins de 5 minutes tous les moyens nécessaires pour traiter l'intervention. Et c'est aussi cette même vidéo qui a permis d'identifier les auteurs et de participer à leur arrestation. Donc oui, la vidéo est utile. Clermont-Ferrand compte aujourd'hui 147 caméras de vidéoprotection sur la voie publique pour 150 000 habitants. Cela représente une caméra pour 1000 habitants. Je vais vous donner quelques chiffres de comparaison parce qu'ils parlent mieux que n'importe quel discours. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, une ville de 35 000 habitants dispose en moyenne de 111 caméras. Nous, avec nos 150 000 habitants, soit 4 fois plus, si vous faites le calcul, nous devrions être équipés de 450 caméras. La différence est criante. Nous n'en avons que 147. C'est un retard dont nous héritons aujourd'hui. Je prends comme exemple Marseille, qui est régulièrement citée comme ville sous-équipée, mais qui affiche pourtant le double de notre ratio. Clermont-Ferrand, capitale auvergnate, ville universitaire, ville de congrès, ville qui accueille de grands événements, est 2 fois moins bien équipée que Marseille en matière de vidéoprotection. C'est un fait, c'est votre héritage. Il y a également le parc, qui est vieillissant. Ce n'est pas tout, car sur l'ensemble de nos caméras, 6 sont actuellement hors service. 15 autres sont techniquement obsolètes. Les images sont de mauvaise qualité, les équipements usés et doivent être remplacés en priorité. 12 supplémentaires sont en attente de remplacement différé. Autrement dit, sur notre parc actuel, plus de 20% de nos caméras sont soit hors service, soit obsolètes, soit en fin de vie. Nous surveillons notre ville avec un parc qui se dégrade dans une ville qui était déjà sous-équipée au départ. Ce n'est pas une situation acceptable pour une grande ville française, ce n'est pas ce que les Clermontois sont en droit d'attendre. Le schéma directeur, voté par l'ancienne majorité, le fameux projet Pierrick, prévoyait d'atteindre son objectif en 2031, soit en 6 ans. Nous nous fixons cet objectif dès fin 2027. Ce que 6 ans devaient accomplir, nous le ferons en 18 mois. Aujourd'hui, nous votons 18 nouvelles caméras, dont 4 LAPI, sur des axes structurants de la ville. À l'issue de cette phase, Clermont-Ferrand comptera 168 caméras. C'est un premier pas significatif. Ce n'est pas suffisant.
Nous le savons, mais c'est le début d'un rattrapage assumé et accéléré. Ce déploiement est financé à hauteur de 278 000 €, cofinancé par le Fonds interministériel de prévention et de la délinquance, comme l'a indiqué Monsieur le maire, et par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a annoncé 1 million € dédiés à la vidéoprotection la semaine dernière. Toutes ces caméras seront raccordées au centre de supervision urbain et cette infrastructure constituera la base du déploiement de l'intelligence artificielle pour laquelle nous candidatons à l'expérimentation nationale. Nous ne faisons pas de vidéoprotection pour surveiller les Clermontois. Nous le faisons pour que les Clermontois puissent vivre en sécurité dans leur ville, pour que nos agents puissent intervenir plus vite, mieux et avec les preuves nécessaires, pour que les auteurs d'infractions sachent qu'ils ne sont pas dans une zone de non-droit. Ce vote, c'est un signal fort pour que Clermont reprenne enfin la mesure de son retard et qu'elle se donne les moyens d'y remédier. On reviendra. Il y a une délibération sur le projet d'école, je le disais tout à l'heure, vous pouvez faire de la caricature, essayer de raconter des belles histoires aux gens, en fait la réalité est tout autre, mais on y reviendra. Vous refusez que l'on oppose, mais en fait c'est vous qui opposez. Vous voyez, en nous expliquant que c'est un hôtel de police contre un projet d'école. Non, en fait, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, il y a des priorités, il y a des projets qui sont soutenables, il y a des projets qui répondent à des besoins et d'autres qui ne répondent à aucun besoin. Mais nous y reviendrons. Sur la nécessité des chiffres, Madame Stanislas, du compte financier qui serait exceptionnel, des chiffres extraordinaires. Je crois qu'une démonstration a été faite. Effectivement, les chiffres, on peut les manier avec beaucoup d'habileté pour donner une orientation, un sens, qui n'est pas toujours très révélateur de la réalité. Premier exemple qui a été donné, celui de la métropole, qui croule aujourd'hui sous une dette abyssale, la vôtre, et sur laquelle vous avez mis à contribution les Clermontois, parce que c'était commode d'être à la fois le maire de Clermont-Ferrand et le président de la métropole, et d'aller faire les poches des Clermontois, 4 millions pour aller soutenir une dette qui, quoi qu'il arrive, parce que vous dites, ce moratoire, il ne sera pas reconduit. Ça, je vous le confirme, il ne sera pas reconduit, parce que la gabegie, c'est terminé. Il est hors de question qu'on redemande aux Clermontois de payer une dette qui est devenue insoutenable à la métropole. Votre dette. Et donc, oui, évidemment, on ne va pas reproduire ce moratoire. Mais il était là pour quoi? Il était là pour apporter une petite bouffée d'oxygène à la métropole, pour la sauver d'une situation bien inextricable dans laquelle vous l'avez mis, vous et vos amis. Sauf qu'encore une fois, ces 4 millions n'y suffiront pas, puisqu'aujourd'hui, elle atteint 750 millions d'euros de dette sur son seul budget principal. Donc, ça n'y suffira pas. Vous pouvez faire comme ça des petites manipulations de chiffres. Vous l'avez fait et ce temps-là est terminé. Mais ça ne suffira pas à masquer la vérité. Et la vérité, d'ailleurs, nous la rendrons publique systématiquement chaque fois que nous la découvrirons. Ensuite, un autre chiffre que je voudrais quand même expliquer. Oui, vous glossez, vous avez tellement soutenu l'investissement. Oui, mais effectivement, Monsieur Pagès l'a dit, vous l'avez fait en puisant sur le fonds de roulement de la ville. Vous avez puisé 18,5 millions. Résultat, en 2026, il n'en reste plus que 3. Ce que vous avez fait, ça s'appelle obérer l'avenir, Madame Stanislas. Hypothéquer l'avenir. Mais oui, vous pouvez aujourd'hui brandir des chiffres extraordinaires. En réalité, c'est que vous avez monté comme ça, budget après budget, des beaux chiffres, mais en partant, vous laissez les caisses vides. Et c'est ça la réalité. Mais oui, ça vous offusque, mais c'est celle-ci, cette réalité. Et ces chiffres, avec la réalité qu'il y a derrière, c'est votre héritage. C'est votre héritage ici, à la ville de Clermont, mais c'est aussi votre héritage à la métropole. Et nous aurons l'occasion d'en rediscuter, ne serait-ce que la semaine prochaine, puisque nous aurons aussi l'examen du compte financier unique. Donc voilà, vous pouvez essayer de travestir la réalité. Puis vous savez, quand la dette, parce que vous êtes intervenu aussi pour dire à quel point la dette était finalement à un niveau extrêmement soutenable. Vous savez, parfois, le niveau de la dette, ça ne dit rien d'autre que la pertinence d'investissements qui n'ont pas été faits. Depuis que j'ai pris mes fonctions, je découvre jour après jour l'état catastrophique du patrimoine municipal que vous avez laissé croupir. On voit nos fontaines sur l'espace public, mais il y a tout ce que les Clermontois ne voient pas. Nos bâtiments publics, oui, nos écoles. Nos écoles. Alors là, vous aviez mis le paquet sur les écoles, je dois le reconnaître, elles ont été bien entretenues, mais tout le reste est dans un état déplorable. Et même vous qui mettez souvent en avant la qualité de vie au travail, les services publics, nos agents
qui travaillent parfois dans des conditions déplorables parce que nos bâtiments communaux sont dans un état catastrophique. Donc, très clairement, oui, cette page se tourne. L'enjeu de notre mandat, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est pas de subir votre héritage comptable. Aujourd'hui, c'est d'ouvrir une nouvelle page, c'est de piloter nos finances au service d'un projet utile et de répondre efficacement aux attentes des Clermontois. Et vos caricatures, tout ce que vous pouvez raconter, n'y résoudra rien, parce qu'encore une fois, nous répondrons point par point aux besoins des Clermontois. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autre intervention, de passer au vote. Ben non, j'ai conclu, Madame Audet. Vous savez, j'ai demandé s'il y avait d'autres interventions avant que je conclue. Ben vous aurez d'autres délibérations, puisqu'il y en a 2 autres à voter. Le règlement, c'est celui-ci. Vous l'aviez appliqué de la même manière quand nous étions dans l'opposition. Si je l'avais... Non, j'ai très bien vu qu'il n'y avait pas d'intervention. J'ai pris le soin de demander... Vous l'aurez sur la délibération suivante, Madame Audet. Mais vous pouvez tenter d'imposer vos règles et de passer en force. Dans la mandature précédente, lorsque le maire concluait un débat, il était clos. Et donc, avant de conclure, j'ai bien pris la peine de demander s'il y avait d'autres prises de parole. Il n'y en avait pas sur mon écran. Et donc, j'ai pris le soin de conclure. Mais je suis le maire et je fais respecter le règlement intérieur. J'ai conclu ce débat. J'ai conclu, mais vous n'allez pas nous faire des petits coups comme ça en permanence. Je fais exprès de ne pas demander ma demande d'intervention. J'attends que le maire ait conclu. Mais c'est insupportable. Vous prenez les gens pour des jambons, en fait. Et vous croyez vraiment que les gens vont s'accoutumer à cette espèce de carnaval que vous comptez nous offrir pendant 7 ans ? Donc, j'ouvre le vote. Si vous ne voulez pas voter, vous ne votez pas. J'ouvre le vote. Je bordéliserai. Je serai en train de dormir. Donc vous êtes à la limite de l'insulte. Donc je vous demanderai, monsieur le maire, de mesurer vos propos, de laisser la parole comme il se doit à l'opposition quand elle le demande pour sa 2e prise de parole, parce que ce n'est absolument pas écrit dans le règlement intérieur qu'on doit vous laisser terminer l'intervention. Donc si vous voulez le faire, vous l'inscrivez et vous le votez à la majorité. D'ailleurs, dans le précédent mandat, il y avait des interventions après l'intervention de conclusion du maire. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nous remettre en cause en permanence, expliquer, faire des amalgames entre la dette de la ville, la dette de la métropole, comme vous l'avez fait pendant toute la campagne, et ne pas nous autoriser à répondre, alors que nous avions le droit de le faire dans le cadre de notre 2e temps de parole sur cette délibération. Très bien, merci Madame Audet. Oui, après, franchement, ne faites pas preuve de mauvaise foi. On voit bien que ce règlement intérieur, vous y êtes opposé, c'est votre droit, mais il a été adopté. Donc n'essayez pas par tous les moyens de le contourner, de mettre 3 heures à vous déclarer pour demander la parole, pensant, tiens, je jette une petite peau de banane. À un moment, élevez le débat, grandissez-vous, je ne sais pas. Madame Pinet, vous avez la parole. Juste un petit peu d'humour. Je voulais dire à Madame Audet que pendant 6 ans, nous avons été tellement bien formés. Nous avons entendu pendant 6 ans que l'on ne reprenait pas la parole après la conclusion de Monsieur le maire. Eh bien, voyez, vous en êtes d'accord, Monsieur le maire, vous m'entendez ? Enfin, Monsieur Bianchi, pardon. Voilà. Eh bien, on l'a tellement bien entendu qu'on en a pris bonne note et puis on se dit qu'on va l'appliquer. Très bien. Vous nous demandez donc de réviser le règlement intérieur, c'est ça ? Bon, voyez-vous, en fait, ce qu'on vous a souvent reproché, et vous l'illustrez encore. Monsieur Couchard, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Je suis
assez catastrophé par la tenue du débat. J'ai connu, et je ne suis pas le seul, un certain nombre de mauvais perdants. Les mauvais gagnants sont une espèce un peu plus rare, c'est-à-dire une volonté sans cesse renouvelée de régler des comptes, des choses, plutôt que de proposer un projet sur lequel, après tout, vous avez été élu. Mais après tout, ça vous regarde. En tout cas, moi, je pense en effet que ce règlement intérieur, parce qu'on ouvre une rapide parenthèse, je suis pour qu'on la close rapidement, puisque les mauvaises promesses que vous faites et les propositions que nous combattons devraient occuper l'essentiel de nos réflexions, mais le règlement intérieur que vous avez proposé est en effet assez maladroit, et j'attire votre attention sur le fait que non, il n'est pas inscrit dedans que le maire doit conclure. Il est par contre inscrit, et vous l'avez fait inscrire, que les prises de parole doivent être en lien direct avec les délibérations qui sont traitées. Donc vous venez de nous proposer, plutôt que de faire preuve d'une justesse d'interprétation qui est normalement dévolue aux personnes qui représentent, qui doivent garantir la bonne tenue des conseils, vous venez de nous proposer délibérément de contourner le règlement intérieur. C'est pas la première fois, on a eu l'élégance de ne pas vous le faire remarquer quand c'était déjà le cas au dernier conseil municipal. Je pense que c'est la démonstration éclatante qu'il faut qu'il soit révisé assez largement. On s'en occupe d'une certaine manière. Il y a toujours une autre possibilité qui est de réunir les présidents de groupe pour faire quelque chose de plus équilibré, plus respectueux des droits de l'opposition et de ceux de la majorité, bien entendu. Et je conclus en vous redisant la déception qui peut être assez partagée par le fait que vous-même, ayant été dans les bancs de l'opposition pendant un certain nombre d'années, ayant usé, et c'était votre droit, d'un certain nombre de devoirs et de droits qui étaient assortis à l'opposition, vous soyez un peu plus respectueux de cette position politique-là qui participe et qui nourrit la vitalité démocratique de nos institutions, plutôt que d'essayer de l'éteindre à chaque intervention avec, je dois le reconnaître, un brin de mauvaise foi. Je vous remercie. Je vous remercie pour la mauvaise foi. Ceux qui suivent ces débats apprécieront. Mais franchement, faites preuve d'un peu d'honnêteté, je ne sais pas. Parce que vous comptez, en fait, passer votre temps comme ça à faire cette forme de folklore. Mais ça n'engage que vous. Et après, vous nous donnez des leçons de mauvaise foi. Enfin, franchement, on se demande bien de quel côté est la mauvaise foi. Élevez un peu le débat, voilà. Et effectivement, nous avons été dans une opposition où, quand le maire avait conclu, il n'y avait pas de prise de parole. Nous nous y sommes prêtés. Et donc maintenant, vous êtes dans l'opposition et là, vous nous expliquez que c'est pas écrit, donc on peut le faire. Et donc, Madame Audet, vous voulez que je vous fasse un décompte de vos prises de parole autant qu'il y a de délibération, puis en fin de conseil, vous me dites, attendez, je vous dois 15 prises de parole. C'est ça, en fait, l'idée, en fait. Non, mais on peut aller dans le grotesque, on peut aller très loin dans le grotesque. Le grotesque et la mauvaise foi, on peut aller très loin. Mais à un moment, revenons quand même un peu à l'essentiel. Et puisque Monsieur Couchard, oui, je vous confirme, nous avons vécu les dérives de l'ancien système, vous remarquerez qu'avec ce nouveau règlement intérieur, la majorité joue le jeu, elle utilise même moins de temps de parole qu'elle pourrait le faire, tant dans le nombre de ses interventions que dans la durée de ses interventions. Nous, opposition, nous avions droit à une litanie de prises de parole qui durait 15 à 20 minutes chacune, où il y en avait 8, 9, 10, 12, 15 pour dire 20 fois la même chose. Je crois que ça ne sert à rien, ça n'élève pas le débat, ça rend cette assemblée totalement illisible. Et donc les règles que nous avons mises en place, c'est pour apporter plus de fluidité, plus de lisibilité, plus de respect. Vous avez véritablement envie de contourner cette dernière notion, peu importe, c'est votre droit, même si, encore une fois, il y a un règlement qui doit s'appliquer. Donc, le nouveau règlement, qu'il vous plaise pas, il a été adopté, et je vous le dis, il s'appliquera dans cette assemblée durant le mandat. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres prises de parole sur le point numéro 16, l'affectation des résultats 2025 ? C'est le moment, hein, avant que Madame Audet... Donc il n'y a pas de prise de parole, nous allons pouvoir passer au vote. Le maire expliquait que le patrimoine des écoles était plutôt en bon état. Et M. Blondeau nous explique le contraire. D'ailleurs, c'est toujours drôle de voir un macroniste défendre la question de l'école quand on voit à quel point tous ces ministres ont détruit l'école et ont fait en sorte de... Oui, c'est sûr, Monsieur Bonny. Monsieur Blondeau, pardon, à chaque fois je vous confonds, c'est toujours un... Ça, on va le garder parce que vous ressemblez tellement. Mais en fait, la question... Mais oui, et oui. Donc la question, si vous voulez...
Quand on voit un macroniste défendre l'école, c'est toujours combien de gens, combien de fermetures sur notre ville cette année? Quelle a été la réponse du maire sur le sujet? S'est-il battu pour éviter que ces classes ferment? Non, pas un mot, ni sur la canicule dans les écoles, ni sur les fermetures de classes, rien, que dalle. Merci Madame Audet. Heureusement, c'était votre deuxième intervention, parce que la troisième nous promettrait un niveau au ras des pâquerettes. Je vous le dis comme je le pense. Bon, les comparaisons douteuses... Bon, non, mais à un moment, ça va vraiment élever le débat. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je vais juste... Mais écoutez, franchement, mais vous avez vu le niveau de vos interventions, franchement, bon... Non, Monsieur Bernard, vous avez eu 2 prises de parole pour votre groupe. Madame Audet a pris la parole 2 fois. Et oui, mais encore une fois, vous essayez à chaque fois. Il y a un règlement. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile, parce que vous cherchez en permanence à le contourner, à le bafouer, à le violer. Un peu d'ordre dans cette assemblée, comme ailleurs, ne fera pas de mal. Mais je ne vous... Mais enfin, Madame Audet, qui se permet des comparaisons douteuses sur le physique de Monsieur Blondeau et de Monsieur Bonny? Mais vous entendez pas parler, en fait. On se ressemble. Et vous ressemblez à qui, vous, Madame Audet? Vous voulez que je tente une comparaison? Non, mais franchement, Madame Audet, ressaisissez-vous. Madame Audet, ressaisissez-vous. Je sais, la défaite est amère. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Mais si, oui, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Je vais apporter d'autres précisions, puisque vous avez trouvé là un os à ronger, on a bien compris, et vous feignez la colère, mais en réalité, c'est nous qui pourrions être en colère, parce que chaque fois que nous ouvrons un tiroir ou un placard, nous y trouverons des cadavres. Et ça commence à bien faire, parce que là, effectivement, c'est 14 millions qu'il aurait fallu dépenser pour faire une école qui ne répond à aucun besoin. Résultat des courses, ça nous coûte quand même 600 000 € de dédommagement, parce que vous n'avez pas eu le courage d'arrêter ce projet, alors que les études dès 2022 vous démontraient la baisse des effectifs, mais on comprend bien qu'en juin 2025, il fallait faire de l'affichage politique. C'est très populaire d'annoncer la construction d'une école, on comprend bien l'effet de manche, ça allait beaucoup moins de l'arrêter, mais c'est ça le courage que nous avons. Madame Audet, vous avez oublié quelque chose dans votre intervention. Vous avez été pendant 12 ans... C'était pas une conclusion? Non, c'était... S'il vous plaît, ne coupez pas les collègues dont le temps de parole est minuté. Nous ne le faisons pas pour vous, respectez cette règle. Merci. Il faut appuyer sur le bouton si vous voulez parler, Madame Bizoul, au lieu d'hurler à chaque fois comme vous faites, comme d'habitude. Madame, quand vous faites une intervention, il faut qu'elle soit utile, au lieu de critiquer constamment, d'insulter constamment, de dire n'importe quoi. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc vous avez usé votre temps de parole, tant pis pour vous, vous pouvez hurler, personne ne vous entend, c'est pas très grave. Madame Audet, vous avez oublié quelque chose dans votre intervention. Vous avez été 12 ans adjointe à l'éducation dans cette ville. Pendant 12 ans. Comment ça se fait que les écoles ne sont toujours pas accessibles? Comment ça se fait qu'il fait 40 degrés dans les écoles? Vous nous donnez des leçons aujourd'hui? Ça fait 2 mois que nous sommes arrivés, Madame Audet. Oui, on n'a pas pu résoudre les problèmes de canicule dans les écoles en 2 mois. Je vous le confirme. Dans les EHPAD, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, si vous voulez préparer votre prochaine attaque. Sur l'accessibilité, j'y reviens. Une adjointe à l'éducation, Madame Audet, une adjointe à l'éducation qui refuse aujourd'hui de siéger dans les conseils d'école et qui viennent de nous donner des leçons sur comment sont nos enfants dans les classes. Ah oui, et bah pourtant, ça vous a pas dérangé, vous, adjointe à l'éducation, de nous envoyer dans les écoles défendre votre politique. Et je pense notamment à Madame Bismuth qui l'a fait avec beaucoup de courage quand... Pardon, elle n'y allait pas? Eh ben on ressortira. Moi j'invite Madame Bismuth à sortir les taux de présence. C'était plutôt vos élus qui n'étaient pas présents dans les conseils d'école, Madame Audet. Et ensuite sur le macronisme, j'en conclus donc que pour vous ce n'est pas une insulte. Venant de votre bouche, j'en doute un petit peu. Mais si être macroniste, c'est par exemple dédoubler les classes dans les écoles REP et REP+, ce que la gauche promettait à chaque campagne électorale, le dédoublement des classes, c'est les macronistes. Et en tant que macroniste et en tant qu'enseignant, j'en suis plutôt fier, moi. Madame Bismuth est la rapporteuse de la délibération. Elle l'a présentée, elle conclut, je conclus. Ne demandez pas la parole, vous avez des... Mais ça fait des... Mais Madame...
Mais Madame Audet a pris 2 fois la parole. Mais il faut vous faire un dessin pour que vous compreniez ce règlement intérieur. Il ne me semble pourtant pas si compliqué que ça à comprendre. Bon, on voit vraiment que le niveau s'élève dans cette assemblée. Je voudrais conclure avant que nous passions au vote. Ah, s'il vous plaît, calmez-vous, je comprends, il fait chaud, c'est peut-être l'heure du goûter, je ne sais pas ce qui vous excite comme ça, mais à un moment, il faut se calmer. Mais je vous demande de... Mais c'est pas pour vous, monsieur Bianchi, c'est pour l'ensemble de vos groupes qui sont dans un état d'excitation incroyable. On parle d'école, mais on se croirait dans une cour d'école. Je vous demande d'élever un peu le débat, de vous ressaisir et de respecter ce règlement intérieur. Encore une fois, ça doit être la 5e fois que je le dis, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous convienne pas, c'est comme ça, il s'applique à tout le monde. Et encore une fois, je vous fais remarquer que la majorité n'abuse pas de ces temps de parole. Comme vous, monsieur Bianchi, quand vous étiez à cette place. Vous voulez quand même pas que je me taise pour vous laisser la parole, monsieur Bianchi? Bon, un moment, voilà. Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Alors, je vais revenir sur le fond de cette délibération, si on peut un tout petit peu revenir aux enjeux. Mais si vous avez le droit de parler, mais enfin, arrêtez ce cirque. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'abord, une précision. Quand je dis tout à l'heure, les écoles, c'est ce qu'il y a de moins catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en bon état. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous vous excitez sur vos bancs. Si nos enfants, si les équipes pédagogiques subissent des 37 degrés dans les écoles, mais à qui vous allez faire croire que c'est la faute du nouveau maire et de sa nouvelle majorité? Mais vous êtes sérieux? Vous vous excitez quand il y a un crime place des Carmes, c'est la fête du nouveau maire. Mais à un moment, est-ce que vous allez reconnaître que la situation dont on hérite et qui pèsera lourdement et des années sur le quotidien des Clermontois, c'est votre héritage? Arrêtez de prendre les gens pour des jambons en faisant croire que parce que nous sommes là depuis 2 mois, d'un coup de baguette magique, votre héritage va s'envoler. Nous allons le payer des années. Et là, vous avez trouvé un os à ronger sur cette histoire d'école. J'y reviens pas, vous avez fait un bel effet de manche avant la campagne en lançant la construction, alors que depuis 2022, vous aviez des projections qui vous montraient que ça n'avait aucune utilité. Madame Bismuth l'a rappelé, tous les logements qui ont été construits sur l'Hôtel-Dieu ont amené 3 enfants supplémentaires à l'école Aristide Briand. Ces chiffres, j'en ai eu connaissance, vous les aviez, ou alors si vous ne les avez pas regardés, c'est de l'inconsistance totale. Mais je ne peux pas y croire, mais on comprend bien le timing, il était parfait, quel bel effet de manche, on construit des écoles, on a une volonté en matière de réussite éducative qui est exorbitante. À un moment, la réalité, et donc un besoin, un investissement. Et ne faites pas cette corrélation permanente avec l'hôtel de police. Si tant est que, là, il y a un besoin. Oui, là, il y a un besoin. Mais il n'y a aucun lien de cause à effet. N'essayez pas de raconter cette belle histoire. Ensuite, sur l'école. Madame Audet, s'il vous plaît, calmez-vous. Vraiment, ça devient insupportable. Donc, je reviens sur l'école. Vous nous parlez de l'école Aristide Briand. Mais vous avez vu dans quel état elle est, cette école ? Ah oui, d'accord. Donc, plutôt que de réhabiliter les écoles, vous coulez du béton. Là, il y a une démarche très écologique. Bravo pour des gens qui passent leur temps à nous donner des leçons de vertu environnementale. On voit là une très belle logique. Une logique à 13,7 millions d'euros. Pour une école qui, demain, n'aurait pas un enfant. Et vous nous faites des caricatures. L'école Aristide Briand. Mais enfin, ce projet d'école, c'était quoi? C'était une école maternelle, 3 classes. Et vous nous parlez de l'école élémentaire. Mais oui, mais à un moment, Madame Audet, soyez logique. Mais on a bien compris, soyez logique. Pour autant, ce projet, oui, il comprenait une école maternelle, une crèche, mais on y reviendra, il y a une délibération, une crèche sur lesquelles, oui, il y a des besoins, on y reviendra. Mais les crèches, oui, aujourd'hui, il y a une place pour 2 demandes. Mais la faute à qui? Mais ça va durer longtemps? Ben, j'osais pas le dire, voyez-vous. Mais enfin, Monsieur Bianchi, à qui allez-vous faire croire que si aujourd'hui une demande sur 2 n'est pas satisfaite, c'est de la faute de la nouvelle majorité? Mais à un moment, soyez sérieux, soyez sérieux. Madame Audet, vous nous faites des leçons sur votre clairvoyance extraordinaire.
Mais aujourd'hui, les chiffres de l'éducation nationale, pas les miens, pas ceux de Madame l'adjointe à l'enfance, les chiffres de l'éducation nationale montrent que sur un contexte de chute de la natalité, baisse démographique, nos écoles de tout le nord de la ville sont en chute libre en matière de fréquentation, que celles du centre-ville stagnent, mais par contre, oui, sur l'arc sud-est, nos écoles sont en tension. Elle est où votre clairvoyance, Madame Audet? Mais elle est où votre clairvoyance? Vous construisez une école à Régensbourg, là où il n'y a pas besoin, et sur le secteur Est, où là, il y aurait des besoins d'école, nous n'avons pas d'école dans les tuyaux. Et bien sûr, dans 6 mois, Madame Audet nous expliquera, il n'y a pas d'école à Montferrand ou sur les quartiers Est, c'est la faute de la nouvelle majorité. Soyez sérieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin, sur la forme. Sur la forme. Parce que là, c'était pour le fond. Mais enfin, sur la forme, quand vous avez renoncé au projet d'école à Saint-Jacques, nous faisant perdre 1,4 million de crédit de l'ANRU, on ne vous a pas entendu claironner. Et oui, à Saint-Jacques. Oui, vous savez où c'est Saint-Jacques? Non, je vous rappelle. Oui, à Saint-Jacques. Oui, à Saint-Jacques. Oui. L'école Jean Jaurès. Ça vous parle, l'école Jean Jaurès? J'ai découvert que vous aviez arrêté ce projet de nouvelle école qui était pourtant inscrite dans le projet ANRU. Mais là, on ne vous a pas entendu. Et ça va nous coûter 1,4 million de l'État, parce que quand l'État met de l'argent sur la table pour la rénovation urbaine, il y a des engagements qui doivent être tenus. Mais là, on ne vous a pas entendu sonner trompette et clairon pour dire on a abandonné un projet d'école qui, en plus, va nous priver d'1,4 million pour faire de la rénovation urbaine. Donc, Madame Audet, oui, Madame Audet, on a bien compris votre démonstration, laissez-moi finir la mienne. On a bien compris que vous étiez dans une forme de mauvaise foi extrême, mais vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, la réalité, elle est là. Et je vous le redis, la vérité, c'est que chaque fois que nous ouvrons un tiroir ou un placard, nous y trouvons un cadavre. Oui, ce taré de projet d'école va nous coûter 600 000 € au bas mot, au lieu des 14 millions que nous aurions investis pour rien. Mais si vous aviez arrêté ce projet dans les temps, nous aurions fait cette économie de 600 000 €. Vous avez arrêté des projets d'école dans les quartiers visés par la rénovation urbaine, ça nous coûte 1,4 million de crédit de l'État. Et là, on ne vous entend pas. Donc, un moment, Madame Audet, un peu de modestie, un peu d'humilité, et soyez un tout petit peu honnête avec votre bilan. Et puisque vous êtes si attachés que ça à ce qui se passe dans les écoles, Monsieur Blondeau l'a rappelé, nous, dans l'opposition, nous siégeons dans les conseils d'école. Vous êtes attachés aux droits de l'opposition, ça tombe bien, nous aussi, on vous a donné les mêmes places, on vous a proposé d'aller siéger dans les conseils d'école. On parle des écoles. On vous a proposé d'aller siéger dans les conseils d'école et vous avez refusé. Donc vous pouvez faire le folklore au conseil municipal si vous êtes si attaché à ce qui se passe dans les écoles, à la qualité de vie, au travail, des équipes pédagogiques, aux conditions d'études des petits Clermontois. Allez donc dans les conseils d'école, nous vous en avions fait la proposition. Voyez que nous ne passons pas que notre temps à vous bâillonner, à vous empêcher de parler. On vous avait donné la position d'aller dans les conseils d'école, mais c'était certainement trop dur. Vous y avez renoncé. Faire le folklore au conseil municipal, c'est sûr, c'est beaucoup plus constructif. Oui, moi je ne peux que donner raison à ce que vient de dire la collègue sur le bilan de la Macronie, parce que je veux quand même dire, enfin vous pouvez nous dire que tout va bien dans les écoles en termes d'effectifs. On a quand même en France, à Clermont-Ferrand notamment, des écoles qui sont beaucoup plus chargées que nos voisins européens. Donc c'est quand même, enfin les tableurs Excel sur lesquels vous appuyez sur la démographie, c'est quand même une aberration en termes de besoins de l'enfant, de besoins pour l'éducation. Mais je voulais quand même répondre aussi aux collègues qui est intervenu. Bon, vous avez peut-être un problème avec le quartier Régensbourg et au point de le dénigrer, et je pense que ses habitants apprécieront, mais effectivement, il y a une vie de quartier, il y a une école qui avait des besoins. Et moi, je voulais juste revenir quand même sur aussi ce qu'a dit Monsieur Blondeau, parce que quand vous nous décrivez les températures que vivent les petits Clermontois et les petites Clermontoises dans les écoles. Toutes les écoles, et celle d'Aristide, je peux en parler. Par exemple, savez-vous que les écoles, dans l'école primaire, les enseignants dédoublent les classes pour avoir la moitié de la classe qui se travaille dans le couloir, parce qu'il y a un peu plus d'air que dans la salle de classe. Savez-vous que le dortoir est fermé régulièrement parce qu'il fait 38 degrés, 37 degrés pour les enfants? Je suis parent d'élèves, donc je le sais, que dans les besoins de cette école, ils sont comme dans toutes les écoles clermontoises. Vous empêchez de construire une nouvelle école qui n'était pas que sur la question de la démographie, qui était sur le fait d'avoir un équipement adapté aux épisodes climatiques que nous allons vivre. Quant à la question du handicap, Monsieur Blondeau, savez-vous que l'école Aristide Briand est tout en étage,
que, par exemple, les enfants du secteur de Aristide-Briand qui sont en situation de handicap ne sont pas scolarisés dans l'école de secteur parce qu'ils n'ont pas accès à cette école. Savez-vous, quand un enfant se blesse et a une jambe cassée, ce sont les parents qui doivent porter les enfants jusque dans la salle de classe pour qu'ils aient école. Donc vous voyez, les besoins, ils ne sont pas qu'une question de tableur Excel, ils ne sont pas qu'une question de besoins démographiques, ils sont aussi une question de conditions matérielles d'études pour ces enfants, mais aussi pour leurs enseignants et les personnels municipaux qui y travaillent. Et moi, je vous entends nous dire les agents. J'attends de voir d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas réuni les instances. Par exemple, les syndicats représentatifs vous me demandez de réunir le F3SCT, le CDST pour notamment anticiper l'épisode caniculaire. Rien n'est mis en place. Et effectivement, le bilan n'est pas le vôtre. Mais par contre, maintenant, on a une vague de canicule qui déferle sur notre ville. Qu'avez-vous fait? Qui avez-vous réuni? Protégez-vous les agents? Protégez-vous les enfants? Je ne le crois pas et je vous invite après, c'est la fête de l'école Aristide-Briand, d'aller venir voir les parents d'élèves, les équipes éducatives, les personnels municipaux qui sont extrêmement déçus par cette décision que vous avez prise. Mais la question aussi, je veux le dire quand même très rapidement, mais j'espère qu'ici, tous les collègues ont leurs enfants scolarisés dans le public parce que la baisse démographique n'explique pas tout. Aujourd'hui, nous avons aussi une partie des personnes qui contournent l'école publique, qui inscrivent leurs enfants dans l'enseignement privé, dès la maternelle, dès le primaire. Et j'espère vraiment, chers collègues, que chacun et chacune d'entre vous est attaché, comme nous le sommes, à l'école publique et que vous scolarisez toutes et tous vos enfants dans le public pour soutenir les écoles clermontoises. Parce qu'il n'y a pas que la natalité. D'accord? Et ça, c'est quand même un petit débat et je serais très curieuse qu'on en discute, hors micro évidemment, mais c'est important quand même d'avoir en tête que l'enseignement privé aujourd'hui est en train d'aspirer une grande partie, notamment dans les quartiers prioritaires, notamment autour de Gérard Philippe, par faute de moyens de l'État, par le fait que l'État, et la Macronie notamment, a liquidé l'école, a désinvesti l'école, a supprimé 4000 postes d'enseignants cette année. Voilà le bilan aujourd'hui des politiques. Et donc quand on abîme l'école publique, effectivement, je peux comprendre que des parents cherchent le meilleur pour leurs enfants. Mais c'est ensemble qu'on doit le défendre. Et c'est pas en acceptant justement la casse de l'école publique comme elle se déroule sous nos yeux depuis 9 ans et qu'on veut, réellement, à Clermont-Ferrand, on aurait pu soutenir un peu plus l'école publique justement en finançant des travaux et pas que pour Aristide, c'est pas que pour les centres-villes. Évidemment, toutes les écoles de notre ville, elles ont toutes, comme dans toutes les villes, elles sont vieilles, elles sont vieillissantes. Vous parlez de simple vitrage, venez voir à Aristide dans quel état c'est. Moi, ce que j'attends, c'est par exemple, vous alignez des travaux, mais donnez des perspectives aux enfants. Dites-nous que vous allez rénover, parce qu'en fait, il ne s'est rien passé parce qu'il y avait cette construction d'école, parce qu'il n'y a pas un arbre dans la cour, parce qu'il n'y a pas un espace vert. Les maternelles, aujourd'hui, ils font cours dehors, dans des cuvettes, pour ne pas crever de chaud dans leur classe. C'est la réalité de plein d'écoles. Donc votre mépris et votre façon de nous adresser des reproches au banc de la gauche, dans son ensemble, il est insupportable quand on sait les conditions de vie aujourd'hui de tous les enfants à Clermont-Ferrand. Et une dernière petite chose, monsieur le maire. Je suis désolée, mais je suis affligée. Affligée de votre posture. Vous avez gagné. Je crois que maintenant, c'est à vous d'élever le débat, pas de rebondir systématiquement, à abaisser les choses, à être franchement dans un truc. Même les enfants, vous compariez à une cour d'école, mais je vous assure que les enfants sont bien plus respectueux de ce que vous faites aujourd'hui. Dont acte. Je vous ai laissé parler, considérez que c'est un avertissement. La prochaine fois, je couperai le micro. Parce que, mais un moment, mais vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, mais il y a des règles pour le faire. Elles s'appliquent à l'opposition et à la majorité. Vous conviendrez que le bazar, il est surtout de ce côté, hein. Vous en conviendrez quand même. Bon, donc, si vous voulez bien qu'on reprenne le cours de cette délibération, j'observe quand même que sur la microcrèche, vous n'avez rien à dire, pour l'instant. Donc, Madame Audet, vous me demandez la parole, attendez que je vous la donne. Comme ça, on décomptera votre temps de parole dans les règles, parce qu'après, vous allez me dire, il me manque 5 secondes. Voilà, très bien. Je demande qu'on donne le micro à Madame Audet. Je dis juste que cette microcrèche, comme tous les autres dossiers que nous avons traités et acceptés, ce n'est absolument pas une politique municipale, hein. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il y a un privé qui vient s'installer sur le territoire, vous acceptez, on l'a fait un paquet de fois invraisemblable sur le dernier mandat et sur l'avant-dernier. Voilà, quand vous dites que c'est de la communication, etc., c'est certainement vous, pour pallier le fait que vous supprimez la crèche de Regensburg, que vous nous mettez en fait une délibération qui n'a rien à voir, et en plus une micro-crèche, vu le nombre de places, ça ne compensera jamais celle que vous venez de détruire aujourd'hui.
Très bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je vois qu'il n'y en a pas d'autres, donc je vais conclure, si vous me permettez. Ça, on est d'accord que ça ne compensera jamais la carence qu'il y a sur Clermont en nombre de crèches et qui est, encore une fois, le résultat de vos 12 années. Mais vous pouvez lever les bras au ciel. Oui. Et pour autant, cette micro-crèche, même si elle est privée, oui, nous la soutenons. Nous la soutenons. Non, mais nous la soutenons parce qu'aujourd'hui, une place dans le privé, c'est une place qui se libère dans le public. Et aujourd'hui, face à la situation, si le tarif est encadré par la CAF, commencez pas à raconter vos histoires que le privé, on connaît bien vos refrains. Hein. Franchement, arrêtez, s'il vous plaît, de raconter des contre-vérités. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a un manque criant de places de crèche, que vous essayez de dire qu'il est de notre fait, oubliant que vous avez été là pendant 12 ans, et qu'avez-vous fait? Moi, je me rappelle quand même, les promesses d'Olivier Bianchi en 2020, c'était 2 ou 3 crèches. Combien ont vu le jour pendant le mandat? Eh oui, eh ben oui, ah ben c'était celle de Regensburg. Ah là là, oui, on va en entendre parler longtemps. Mais Madame Audet, je précise que ce n'est pas le projet de crèche qui est arrêté, c'est le projet d'école. Une école, 3 classes de maternelle. C'est ce projet qui est arrêté. Ni le centre de loisirs, ni la crèche. Simplement, nous allons devoir redimensionner parce que un bâtiment dont l'usage est prévu pour une école, il n'est pas le même que pour une crèche ou un centre de loisirs. Donc, à un moment, soyez un tout petit peu honnête et arrêtez de toujours tomber dans cette forme de caricature. 3 classes de maternelle sur le projet d'école Regensburg. Je propose que nous passions au vote. Je vais intervenir sur le bon sens et le respect. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai le droit? Ben, si vous intervenez en lien avec la délibération. Ben, je vais intervenir sur le bon sens et sur le respect. C'est en lien avec la délibération. Est-ce que c'est en lien avec... Oui, alors on parle du soutien à la vie étudiante et universitaire. Du coup, c'est du bon sens. Non, mais est-ce que vous faites appel au bon sens systématiquement à chaque fois? En fait, le bon sens, c'est une construction culturelle. C'est-à-dire qu'à une époque, le bon sens, c'était de considérer que la Terre était plate et que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, par exemple. Donc, oui, mais le bon sens, c'est une construction culturelle qui... Le bon sens, c'est une construction culturelle qui fait qu'à un moment donné, la première idée qui est partagée par tout le monde devient l'idée majoritaire. Juste un mot, Monsieur Bonny. Vous nous parlez de respect depuis le début de ce conseil qui commence à dater maintenant. Vous avez dit je ne sais pas combien de fois caricature, mauvaise foi, intervention ras des pâquerettes, nous faisons du folklore, nous sommes malhonnêtes, nous racontons des âneries, etc., etc. Donc, si vous voulez du respect, si vous voulez que ça se passe bien, c'est à vous de montrer l'exemple. Hein, et arrêtez à chaque fois de qualifier nos interventions de malhonnêtes, etc., etc. On est l'opposition, vous êtes la majorité, vous avez gagné. Mais il n'empêche qu'il y a des milliers de Clermontois qui ont aussi voté pour nous et qui ont le droit d'être représentés dans cette assemblée, avec les idées que nous défendons et les valeurs que nous portons. Et vous ne pouvez pas les mépriser comme vous le faites aujourd'hui. Donc un peu de tenue pour tout le monde, et faites en sorte de respecter aussi ces Clermontois dont vous êtes le maire, aussi, y compris les gens qui n'ont pas voté pour nous, pour vous, Monsieur Bonny. Très bien, merci pour cette leçon, Monsieur Sineux, mais en réalité... Mais regardez votre comportement. Mais est-ce que vous êtes conscient que depuis le début de ce conseil, c'est vous qui faites preuve d'un comportement qui consiste toujours à essayer de contourner, de bafouer le règlement intérieur, de couper vos collègues. Mais à un moment, soyez cohérents avec vous-même. Parce que je vous le dis, mais c'est à vous d'élever le débat. Écoutez, franchement, vous avez vu vos interventions? Mais... Enfin, Madame Audet qui se lance dans des comparaisons physiques entre Monsieur Blondeau et moi-même. Franchement, si vous trouvez que ça élève le débat, allez, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Et vous voulez polémiquer sur les... Oui. Oui, bah quelques mois, oui, je vous le dis, ça va durer plusieurs mois, oui. Oui. Bon, allez, vous avez envie de chercher les poux dans la tête, Monsieur Sineux, on a bien compris. Donc, je vais... Oui, vous êtes franchement d'une mauvaise foi à gratter comme ça sur tous les mots, franchement. Quelques mois, ça peut être 60. Vous allez fatiguer les Clermontois, je vous le dis. Je vous le dis. Apprenez le français. Voilà.
Bon, monsieur Sineux. Quelques mois, apprenez le français, ça peut dire 60 mois aussi. Si vous voulez bien vous calmer, est-ce qu'on peut retrouver le calme? C'est compliqué avec vous, hein, décidément. Je vois Madame Mizoul qui m'explique, Madame Thomas, elle parle de la vidéoprotection pendant son intervention, mais Monsieur Sineux nous a parlé des bus Inspire pendant son intervention. Elle était en lien avec la délibération. Tout à l'heure, M. Sineux n'y était absolument pas. Donc, vous voyez les poux dans la tête de votre voisin, mais vous n'êtes pas capable de vous appliquer le shampoing vous-même. À un moment, ça commence à bien faire, cette mauvaise foi permanente. Mais oui, élevez le débat, mais je ne fais que ça. Et je dois vous reprendre à l'ordre à toutes les délibérations. Mais on va vous faire un schéma pour ce règlement intérieur, parce que visiblement, il est pourtant pas compliqué, mais vous avez beaucoup de mal à vous l'appliquer. Et pourtant, il ne met que de l'ordre, et il est fondé sur les mêmes relations qu'avaient l'opposition et la majorité dans l'ancien mandat. Quand le maire conclut, le débat est clos. Voilà, c'était une règle qui s'appliquait. Je sais pas, il faut vraiment, peut-être, il va falloir vous faire un dessin. Je sais pas, on va essayer de trouver une méthode pour que vous puissiez intégrer cette règle qui me paraît simple. Vous nous l'avez imposée pendant 12 ans. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, si on peut revenir sur la délibération, parce que franchement, je crois que vous pouvez faire ce que vous faites à l'Assemblée nationale, mais ça n'intéressera pas les Clermontois, en vrai. Mais je vous le dis, hein. Vous pouvez tenter autant que vous voulez, mais les Clermontois, ils veulent qu'on règle leurs problèmes. Et c'est pas par ce spectacle-là que vous allez leur faire croire et leur faire regretter d'avoir tourné cette page. Parce que c'est peut-être ce que vous cherchez, mais je crois pas que ce soit avec ce genre de démonstration que vous allez y parvenir. Donc